terme. Je vous reviens à la fin pour un autre petit sondage d'appréciation. Alors, bienvenue. Alors, je m'appelle Josée Landriot. Je suis une directrice avec le conseil scolaire à l'école Gaétan-Gervais à Oakville. Et puis, c'est la deuxième année que je travaille sur cette série de webinaires avec mon coéquipier, Dr. Bone, ainsi que deux directions du côté anglophone, dont Judith et Janine. Et ensemble, on a conçu pour vous une série de 3 webinaires qui traitent les élèves atteints d'un TSA. Donc, je vous demande de réserver environ 45-60 minutes et puis on va pouvoir répondre à vos questions à la fin. Et puis, je vais demander à Pierre possiblement de monitorer le chat ainsi que les questions parce que je ne peux pas tout faire. Absolument, Donc, Josée, tu peux compter sur moi. Si excellent. jamais il y a des questions spécifiques, j'arrêterai pour les poser. Sinon, je trouverai un moment opportun pour le faire. Super. Donc, nous avons déjà fait le sondage. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est certain que ça nous fait très plaisir de voir que vous voulez approfondir vos connaissances pour mieux travailler avec vos élèves atteints d'un TSA. Donc, alors, un rappel si vous avez participé à notre série d'apprentissage l'année passée, vous avez su que le premier webinaire portait de manière approfondie sur les élèves atteints du trouble du spectre autistique et la série de l'année passée a été enregistrée et est disponible sur la chaîne YouTube telle que Pierre a déjà mentionné. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon coéquipier Stéphane. Alors, bon après-midi à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Comme Pierre a mentionné, j'enseigne dans la faculté de psychologie et de l'enfant et de la famille à Nipissing. Mais en même temps, je travaille déjà depuis plus de 25 ans en autisme. J'ai fait une grande majorité des conseils francophones et anglophones de la province. Et là, je continue beaucoup en Ontario, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick. Et depuis 7 ans, je fais la France. Alors, je continue à travailler pour les enfants autistes un peu sur la planète. Alors, je pense qu'un peu comme l'an dernier dans le webinaire numéro 1, il faut, surtout à titre de direction maintenant, il faut que lorsque vous rencontrez votre équipe, justement, pour parler de l'autisme, c'est de le reconnaître que c'est plus juste des comportements autistiques, mais c'est beaucoup plus maintenant un trouble neurodéveloppemental qui veut dire qu'il faut regarder les domaines spécifiques des enfants. La partie neurodéveloppementale, c'est malheureusement la maturation du cerveau de l'enfant autiste se fait différemment, ce qui explique qu'il y en a plusieurs profils. Mais ce qu'on va vraiment regarder aujourd'hui, c'est beaucoup plus au niveau des fonctions exécutives et l'impact que ça a sur les apprentissages et surtout sur le développement cognitif de l'enfant autiste. Alors, à travers, comme j'avais mentionné dans le premier webinaire, pour ceux qui étaient là, mais ceux qui n'ont pas participé, maintenant, le point le plus saillant pour tout professionnel qui va accueillir ou qui travaille avec une équipe, c'est de voir avant même de donner une aide enseignante ou un éducateur, c'est de s'assurer que vous comprenez c'est quoi le niveau de dépendance de l'enfant autiste. Alors, le niveau manuel diagnostic, c'est ça. On ne parle plus vraiment d'autisme de haut niveau, bas niveau et niveau modéré, à moins que tu utilises des outils spécifiques. On parle du niveau de dépendance. Alors, c'est la première question que je poserai tout le temps aux membres de mon équipe, c'est quel est le niveau d'autonomie de l'enfant et quels sont les besoins spécifiques pour justement avoir les meilleurs services, puis promouvoir l'autonomie, parce que moi qui travaille l'autorégulation depuis des années, le problème qu'on a présentement, c'est le niveau de dépendance de ces enfants-là envers l'adulte qui pose problème pour l'avenir. Alors, comme vous pouvez voir, nous allons utiliser, nous sommes référés au document L'approche universelle, l'apprentissage pour tous.
Alors, lorsque vous travaillez avec votre équipe école à la préparation du programme d'enseignement pour aider un élève, pensez à l'approche par étapes décrite dans l'apprentissage pour tous, une ressource du ministère. Il est précisé que pour aborder l'évaluation et l'intervention de manière très efficace, il faut une démarche par étapes. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'étape 1 de l'approche universelle de soutien. Le cadre de conception universelle de l'apprentissage repose sur le concept selon lequel ce qui est essentiel ou pour quelques apprenants dans une classe sera aussi bénéfique pour tous les autres. Les lignes directrices exemplaires sont élaborées selon les meilleures données de recherche disponibles pour que les professionnels reçoivent les recommandations étayées qui appuient leurs pratiques et orientent les décisions en ce qui trait à l'évaluation et à l'intervention. Les pratiques exemplaires nécessitent que la prestation des services soit éclairée par une expertise professionnelle, les forces et les besoins propres à chaque élève, les valeurs et préférences des familles et les meilleures données de recherche qui sont confirmées par une évaluation rigoureuse des pairs. Les professionnels et les familles collaborent en tant que partenaires pour hiérarchiser les domaines de fonctionnement en vue de planifier les évaluations et les interventions. Nous savons que les pratiques exemplaires pour les éducatrices et éducateurs des écoles sont les mêmes que pour les élèves et les familles. Nous allons aller davantage plus loin dans ce domaine lors du deuxième webinaire qui sera à la fin du mois de février. Alors, l'enseignement explicite, les besoins explicites, les besoins détectés chez l'élève. Alors, en tant que personnel du secteur de l'éducation, nous sommes grandement influencés par les tendances pédagogiques. Nous analysons le passé et le futur à la recherche des derniers courants et des prochains incontournables. On a vu dans le passé des classes ouvertes, l'apprentissage par l'expérience, l'apprentissage et ses liens avec le fonctionnement du cerveau, l'enseignement personnalisé et des communautés d'apprentissage professionnel, pour en nommer quelques-uns. Du personnel scolaire, Inimine, pragmatique et ingénieux ont décortiqué et reconfiguré ces idées pour qu'elles conviennent à leurs propres élèves et situations. Cela dit, il semblerait que le rythme du changement en éducation ait connu une accélération incroyable. L'apprentissage différencié a évolué pour devenir la conception universelle. Les environnements d'apprentissage personnalisés on engendre les classes inversées et les espaces d'apprentissage personnalisés. Les programmes axés sur l'environnement comprennent les classes extérieures, l'apprentissage par le jeu et l'apprentissage par le milieu. Si l'innovation est stimulante, vivifiante et nécessaire, cette vague d'informations entraîne aussi au stress, car les leaders en éducation se retrouvent aux prises avec la pression constante de changer leur perception de l'apprentissage et de tenir compte des intérêts des élèves pour assurer leur motivation et leur bien-être. La conception universelle de l'apprentissage est un cadre scientifiquement valide encadrant les pratiques éducatives qui offre de la souplesse quant à la manière dont l'information est présentée, dont les élèves réagissent ou montrent des connaissances et des compétences et dont ils participent. Et B, réduit les obstacles à l'instruction, met en place les mesures d'adaptation, les soutiens et les défis appropriés et maintient de hautes attentes à l'égard de tous les élèves, y compris ceux qui ont des handicaps et ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais. Je passe maintenant la parole à Stéphane. Alors, je pense que par rapport à tout ce qu'il vient de dire, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur les fonctions exécutives. Le but, justement, c'est parce que la première prise en charge des enfants, que ce soit à la maternelle, jardin, jusqu'au secondaire, c'est pour moi qui travaille l'autorégulation déjà depuis plusieurs années, je pense que c'est important pour les directions d'école quand vous faites des PEI, quand vous faites des rencontres,
une des faiblesses, si je peux me permettre de dire, c'est que souvent, on oublie d'évaluer les fonctions exécutives chez les enfants, que ce soit avec un trouble d'apprentissage, un trouble avec attention. Mais quand on parle spécifiquement des enfants autistes, c'est un élément central qui nous permet. Alors, à l'intérieur des fonctions exécutives, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il y a l'élément d'autocontrôle. Alors, tous les troubles du comportement des enfants autistes, s'ils ne sont pas travaillés dès le début, ce que ça fait, c'est que ça cause des problèmes d'inhibition. Ces problèmes d'inhibition-là vont avoir un impact direct sur la régulation émotionnelle du jeune et en retour, mais ça a un impact négatif sur ses performances cognitives. Alors, quand on parle de fonction exécutive, pour que les gens soient au courant, c'est le monitorage. Alors, quand on parle de la capacité de l'enfant de monitorer ses comportements, ses apprentissages, c'est que s'il y a les acquis, si on lui a enseigné avec un enseignement explicite, cet enfant-là devrait être en mesure, de façon autonome, d'avoir une capacité de compléter certaines étapes d'une tâche, par exemple, puis aussi de monitorer ce qu'il fait. Ça veut dire de pouvoir inhiber ses comportements, s'arrêter pour voir s'il est sur la bonne voie, de poser des questions, d'avoir des ressources. Et s'il ne développe pas ça, mais ça a un impact directement sur sa capacité d'organiser ses idées, sa capacité d'organiser le matériel, sa capacité de prendre l'initiative, qui est un problème important chez une grande majorité des enfants autistes. Et surtout, ce qui est le plus important que les gens se trompent, c'est que les enfants autistes ont des difficultés avec la mémoire de travail. Ils ont une bonne mémoire autistique, ils se rappellent de faits, d'intérêts restreints, mais quand c'est le temps de discriminer de l'information et de garder ça en mémoire pour pouvoir utiliser les informations directement pour compléter une tâche, malheureusement, ils oublient rapidement. Une des causes de ça, c'est l'incapacité de traiter l'information avec une vitesse d'exécution qui est pas bien maîtrisée. Alors, souvent, il y a un temps de latence incroyable chez les enfants autistes. Et le problème, c'est, vous voyez, si vous faites, par exemple, une supervision, vous allez en salle de classe, si l'enseignant est devant et parle tout le temps, ou l'aide enseignante, à chaque fois qu'il y a une consigne, qui font une incitation verbale, l'enfant autiste se retrouve à tout le temps réanalyser, à faire le traitement de cette même information-là plus d'une fois, et ça mène vers un élément de fatigabilité, une fatigue cognitive qui augmente les comportements compensatoires. Ça veut dire que vous allez voir une montée en traits autistiques, et ça veut dire qu'au niveau émotionnel, bien là, on a perdu le contrôle parce que l'autorégulation, par exemple, le rôle que ça a dans les fonctions exécutives, c'est que ça permet à l'enfant d'avoir un certain équilibre entre les comportements, la motivation de compléter une tâche, puis les compétences cognitives. Si c'est prend toute l'énergie pour gérer ses comportements, malheureusement, il va être démotivé et malheureusement, il n'est pas en apprentissage parce qu'il n'a pas développé ces compétences-là. Alors, je pense qu'il est important d'évaluer les fonctions exécutives chez les enfants autistes pour être en mesure de faire un tout et pas tout le temps d'avoir besoin d'aide pour dire, bien, il y a des troubles du comportement. Merci, Stéphane. Alors, la dysfonction exécutive. Alors, 4 faits sur les fonctions exécutives. Donc, chaque personne a des forces et des faiblesses différentes. C'est comme une empreinte digitale. Les fonctions exécutives nous aident à exprimer notre créativité et notre intelligence. Les personnes très intelligentes, comme le personnel enseignant et les parents, vivent elles aussi des problèmes avec les fonctions exécutives et les fonctions exécutives s'améliorent tranquillement avec l'âge. Alors, la dysfonction exécutive représente un grand risque pour les élèves et est susceptible à nuire à leur fonctionnement au quotidien. Ceci a un effet sur l'adaptabilité dans plusieurs domaines, personnel, social et communication. L'enseignement systématique d'aptitudes sociales intègre les éléments des processus, des fonctions exécutives au programme de l'élève et peut contribuer à réduire le risque des répercussions négatives des enfants atteints d'un TSA. De manière similaire, une évaluation des fonctions exécutives peut fournir des renseignements importants sur les forces et les faiblesses des élèves et les orienter la planification des interventions ou des traitements dans le milieu scolaire ainsi qu'à la maison.
Les fonctions exécutives sont des fonctions au lobe frontal qui commencent à se manifester à la naissance, mais qui prennent environ 25 ans pour se développer pleinement chez les élèves neurotypiques. La plupart des enfants apprennent en prenant exemple sur les adultes. Les élèves autistes ont beaucoup de difficultés à développer des compétences de cette seule façon et donc ont besoin de pratiques, d'enseignement explicite ainsi que du modelage. Alors, comment enseigne-t-on les fonctions exécutives chaque jour dans le cadre du programme à titre de soutien de l'étape 1, si vous vous souvenez au début de la présentation, nécessaire pour certains, bénéfique pour tous? Alors, les experts croient que les fonctions exécutives sont régulées par le lobe frontal du cerveau, le cortex préfrontal, étant donné que les humains n'ont pas le cerveau complètement développé à la naissance, ces compétences ne sont pas innées chez les enfants, mais ceux-ci ont le potentiel de les développer. Certains élèves ne développent pas leurs fonctions exécutives au même rythme que leurs pairs. Du soutien supplémentaire en classe peut aider ces élèves ayant des déficits et améliorer leur développement. Alors, je passe la parole à Stéphane. Alors, ce qui est important de ce que José vient d'expliquer, c'est de façon générale dans la pratique, ce qu'on regarde chez les enfants, autant chez les enfants autistes que les enfants neurotypiques, c'est pour avoir développé les fonctions exécutives, c'est que l'enfant prenne conscience de son environnement. Un des points saillants chez les enfants autistes, c'est qu'ils explorent peu leur environnement. Alors, quand ils arrivent dans un nouvel environnement ou dans un environnement connu, c'est qu'ils ont tendance tout le temps à avoir des points de référence, des points de repère. Et ce que ça fait, c'est que ça nuit à leur développement, ça nuit à leur imagination, ça nuit à leur capacité d'explorer l'environnement. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est souvent l'aide enseignante ou l'intervenante qui est avec lui ou avec elle qui ont tendance à faire ce travail-là. Alors, qui essaie de stimuler l'enfant, qui essaie de développer l'imaginaire et tout ça. Mais un des points saillants, et souvent je le dis aux familles quand je travaille avec eux, c'est d'exposer le plus possible ces enfants-là à divers environnements, à diverses expériences, et non tout le temps les regrouper entre eux ou même de leur donner juste un coin dans une salle de classe où ça devient leur environnement parce que de cette façon-là, ils ne prennent pas de conscience. Et en plus, le jugement. Alors, le jugement, alors, qui est une des compétences dans les fonctions exécutives, le raisonnement et le jugement, c'est à partir de comportements adaptés, mais aussi de stratégies qu'on doit m'enseigner pour pouvoir, lorsque je fais face à une situation ou lorsque je me retrouve soit même dans une routine. Ce que je remarque beaucoup au milieu scolaire, depuis le temps que je fais ça, c'est que l'adulte, souvent, va créer des routines qui sont super, mais après ça, elle n'évalue pas si les routines sont acquises. Elle n'évalue même pas si l'enfant, si j'enlève, puis si je m'arrête une journée, est-ce que l'enfant est capable de façon spontanée de suivre la routine, de la répéter, de l'imiter? Est-ce qu'il est en mesure de prendre l'initiative, d'aller chercher son matériel et tout? Si on n'évalue pas ça, mais on est en train de manquer des moments précieux et on le voit en 7e, 8e année, des jeunes que faut que tu donnes, les enseignants ils donnent des rappels incroyables. Alors, le jugement puis le raisonnement, ça fait partie des fonctions exécutives. La capacité de démarrer une tâche, alors le temps que ça prend pour s'engager, parce que quand on parle de faculté au niveau de l'autisme, le problème de l'enfant autiste, c'est son incapacité de s'engager dans la tâche rapidement ou au même rythme que les autres enfants. Et ce que ça fait, le retard fait qu'il ne veut plus se désengager par la suite. Ça veut dire qu'il ne suit pas le rythme. Et ça cause des frustrations, ça cause une anxiété. Et souvent, ça va mener vers des comportements d'échappement et d'évitement. Alors, et là, ben, après ça, tu as des problèmes de régulation émotionnelle. Je veux faire la distinction. Les problèmes de réaction émotionnelle, ce qu'on appelle régulation émotionnelle, c'est la réaction ou l'état émotif d'un enfant selon le contexte, selon la situation, selon la tâche. Si c'est hors contrôle ou si c'est au-delà de la certaine réalité, on peut dire que quelqu'un a des problèmes de régulation émotionnelle. Et au niveau de la planification, structuration et formation des mots, par exemple, pour qu'un enfant puisse planifier, ça veut dire qu'il faut que l'enfant soit en mesure d'organiser son matériel tout seul,
d'organiser ses idées. Ça veut dire se mettre dans le contexte. Si je suis dans le cours de français, voici ce qu'on va faire. Et par la suite, de planifier comment il va utiliser des stratégies et tout. Et après, il s'engage. Les jeunes font l'inverse. Ils demandent à l'enfant de s'engager sur le plan comportemental, s'engager au niveau de la motivation, puis s'engager sur le plan cognitif quand il y a des compétences qui n'ont pas été maîtrisées parce que c'est soit quelqu'un d'autre qui le font pour eux. Et la mémoire, bien, je vous l'ai dit, la mémoire, c'est souvent, ils n'ont pas une bonne mémoire autobiographique. Alors, la mémoire autobiographique, c'est d'aller dans la mémoire à long terme et de reconnaître que tu as vécu des situations similaires et que tu as fait partie de ces situations-là. Malheureusement, au niveau de l'autiste, on réalise qu'en plus d'avoir des problèmes de mémoire de travail, ils ont des mémoires au niveau des problèmes de mémoire autobiographique. Souvent, des fois, ils vont utiliser tout le temps le tu au lieu du je parce qu'ils ne se voient pas dans le contexte. Ils ne pensent pas à la cause et effet de ce qu'ils font. Et ça amène vers des problèmes comme l'incapacité de synthétiser des signaux provenant du milieu. Ils répondent mal aux stimuli. Ils ne sont pas capables de mettre les priorités s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait pour eux. L'incapacité de prendre des décisions ou d'amorcer des actions, c'est un des plus gros problèmes et c'est un des plus gros manques qu'on ait fait avec cette population-là, c'est de jamais leur avoir enseigné à faire des choix et prendre des décisions par eux-mêmes et ça mène vers une dépendance incroyable. L'incapacité d'adapter son comportement social, d'interagir et de collaborer avec les autres, c'est une chose d'enseigner des habiletés sociales, mais au niveau des fonctions exécutives, on parle plus de cognition sociale. C'est de reconnaître les valeurs, les attentes et les attitudes à avoir dans l'environnement. Tu peux enseigner des habiletés sociales jusqu'à temps que tu tournes bleu. Si l'enfant n'a pas conscience de son environnement, s'il n'est pas capable de comprendre les causes et effets, mais les habiletés sociales, il ne va pas les utiliser dans le bon contexte et ça va servir à rien. Ça devient mécanique au lieu d'être spontané. Ils ont la rigidité et mauvais jugement, je viens de le dire, l'incapacité de planifier une séquence de mouvements complexes pour exécuter des tâches à plusieurs étapes. Ils le font, mais souvent, il y a un blocage. Alors, puis il y a l'incapacité de se comporter de façon appropriée devant des situations sociales. C'est ça l'inverse. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de parler au départ avec les fonctions exécutives. Si tu ne développes pas ça, mais vous avez vos réponses par rapport à ce que toute votre équipe vous dit par rapport au comportement des enfants autistes. Alors, merci Stéphane. Alors, comme vous pouvez voir, si vous prenez un moment pour consulter le PEI que vous avez apporté avec vous ou si vous avez oublié d'en sortir un, pensez à un élève ou pensez à un CIPR, un PEI que vous avez. Mais je pense que c'est important de noter que, tu sais, on regarde l'image ici, puis je comprends que c'est une image qu'on a trouvée en anglais, mais ça fonctionne dans les deux langues parce qu'on a l'élève qui est au centre du PEI. Puis je pense que c'est important de reconnaître que les PEI sont faits pour l'élève. Alors, si vous regardez, alors vous pensez à votre élève, vous regardez votre PEI, alors les enfants qui bénéficieraient de l'enseignement explicite des fonctions exécutives, mais dans le cas des élèves TSA, cet enseignement est essentiel au développement d'outils qui leur serviront toute leur vie. Alors, c'est ça notre but vraiment, c'est de préparer nos élèves pour une fois qu'ils nous quittent le système scolaire. Alors, comment planifions-nous en vue de ce but ultime de la vie après l'école? Est-ce que votre PEI tient-il en compte les fonctions exécutives? Alors, peut-être les fonctions exécutives sont traitées et énumérées sous la section de forces et des besoins. Peut-être que l'enseignement explicite des fonctions figure dans les pages à ce sujet dans le programme ou dans la page alternative du programme. Parfois, les fonctions exécutives sont traitées comme un sujet abordé sur les adaptations ou les pages de transition. Pouvez-vous trouver des traces des fonctions exécutives dans votre PEI? Alors, je vais vous donner quelques petites secondes. Alors, la liste de vérification pour le PEI. Alors, le PEI doit comprendre les éléments suivants: les données d'information pertinentes, les points forts et les besoins de l'élève, les adaptations nécessaires pour l'élève, les stratégies pédagogiques individualisées et les autres adaptations qui correspondent aux points forts et aux besoins, au style d'apprentissage et au champ d'intérêt de l'élève, qui appuie son apprentissage et qui l'aide à satisfaire aux attentes modifiées ou différentes et à progresser.
Un plan de transition dans lequel sont énoncés les buts de la transition de l'élève ainsi que les étapes et les mesures sont nécessaires pour aider l'élève à atteindre ce but. Alors, lorsque vous travaillez avec vos équipes écoles et vous collaborez avec les parents et les tuteurs pour l'élaboration ou la révision des PEI des élèves atteints d'autisme, pensez à une façon de vous assurer que l'enseignement explicite des fonctions exécutives est présent. Réfléchissez aux éléments énumérés dans cette diapositive et aux nombreuses occasions d'intégrer les fonctions exécutives dans les PEI. La présentation d'aujourd'hui portera sur 2 fonctions exécutives, dont l'inhibition et la mémoire de travail. Parmi tous les élèves ayant un diagnostic de TSA, 90% présentent des déficits dans ces 2 domaines. Leur incapacité de maîtriser leurs impulsions et à utiliser efficacement leur mémoire de travail touche directement à leur réussite, l'école et à leur vie future. Comme nous nous concentrons uniquement sur ces 2 fonctions exécutives pendant la courte période que nous passons ensemble aujourd'hui, nous vous avons fourni un outil dirigé pour renforcer les fonctions exécutives des élèves atteints d'autisme, piste de réflexion du PEI Math à 12. Vous pouvez trouver une brève présentation de chaque fonction exécutive, les problèmes cognitifs pouvant se manifester dans ce domaine, de la manière dont un déficit dans ce domaine peut se présenter chez un élève atteint de TSA et les stratégies et les pistes de réflexion possibles pour le PEI. Nous espérons que cet outil vous servira de ressource pour appuyer vos conversations avec votre équipe d'éducatrices et d'éducateurs afin d'améliorer le programme d'apprentissage pour tous les élèves atteints de TSA. Donc, vous allez recevoir à la fin un genre de fiche de travail qui va pouvoir vous aider à avoir des conversations et afin d'améliorer et de travailler les fonctions exécutives avec les élèves atteints d'un TSA. Alors, commençons par nous intéresser le plus près à la mémoire de travail chez les élèves atteints de TSA. Excusez-moi. La mémoire de travail par rapport à la mémoire long terme est la capacité de retenir et de manipuler mentalement de l'information. Nous utilisons cet espace de travail mental lorsque nous additionnons des chiffres qui nous sont communiqués et nous n'avons pas de crayon et de papier ou de calculatrice à portée de main. Les élèves ont besoin de cette mémoire tous les jours pour diverses tâches, comme suivre les consignes de l'enseignante ou de l'enseignant ou se souvenir de phrases qui leur sont dictées. Dans de nombreux cas, ils dépendent plus de la mémoire de travail que le quotient intellectuel. Alors, je passe maintenant la parole à Stéphane. Alors, dans les problèmes cognitifs, lorsqu'on fait des évaluations, peu importe c'est à quel niveau, un des points de départ, c'est de mesurer, d'évaluer le traitement d'information chez l'enfant autiste. Alors, et la meilleure façon de faire ça, c'est de poser une question d'une tâche qu'il connaît déjà ou d'une tâche nouvelle, vous lui donnez la consigne et par la suite, vous vérifiez le temps que l'enfant va prendre avant de manifester une réponse ou avant de faire de l'évitement, peu importe ce qu'il va vous donner. Par exemple, si je prends de certains jeunes avec lesquels que je travaille, que j'ai déjà travaillé, ben, il y a des enfants que ça va leur prendre de 10 à 12 minutes avant de te donner une réponse, mais c'est la bonne réponse. Alors, le fait qu'ils ont des problèmes du traitement d'information, ça nuit beaucoup à la vitesse d'exécution de ces enfants-là en salle de classe. Comme José a dit, c'est qu'on vous a préparé un document. Si on a du temps à la fin, on pourra vous le montrer sur l'écran. Mais là, les domaines qu'on met, on les a développés pour toutes les fonctions exécutives avec des idées de PEI. Mais les enfants autistes, tout ce qui est la nouveauté, ça fait partie du diagnostic. Ils ont de la difficulté parce qu'ils ne font pas de lien avec ce qui est enseigné antérieurement. C'est des enfants que, de façon, au niveau de l'inhibition, c'est qu'ils vont répéter tout le temps les mêmes erreurs. Si on ne leur enseigne pas une nouvelle façon de faire, mais c'est leur tendance, ils vont avoir de la difficulté à respecter un horaire. Ils vont avoir de la difficulté aussi à s'orienter lorsqu'il y a trop d'informations qui est présentée parce qu'ils ne peuvent pas discriminer aussi bien qu'un enfant
neurotypique. C'est un enfant aussi que de retenir la nouvelle information. Si dans la même journée ou dans les prochains jours, vous ne pratiquez pas, vous ne donnez pas de chance à cet enfant-là de maîtriser la nouvelle information, malheureusement, elle ne reste pas en mémoire et c'est à recommencer. Alors, quand j'entends les gens me dire, ben, il a régressé cet été ou il n'est pas capable, on dirait qu'à chaque fois, il faut que je recommence tout le temps à dire les mêmes choses. C'est que souvent, l'enfant n'a pas assez pratiqué. L'enfant autiste a besoin d'être en action pour pouvoir passer de la rétention d'informations au maintien de cette information-là en pratique et par la suite aller vers la généralisation. J'entends des gens tout le temps qui me disent on va travailler à la généralisation, mais tu poses des questions aux jeunes puis ils ne retiennent rien des infos qu'on leur donne. Alors, ça devient compliqué dans ce moment-là. Ils ont de la difficulté souvent à se rappeler des choses, perdent le fil pendant qu'ils effectuent une tâche. Souvent, ils vont se mettre à la tâche, mais ils n'ont pas gardé en tête l'information parce que ce qui arrive, c'est quand ils sont petits, ils sont souvent très habiles à mémoriser tout. Mais quand ils arrivent à partir de la troisième, quatrième année jusqu'au secondaire, mais tu ne peux plus juste dépendre d'une mémoire de rappel. Et là, ce que ça fait, c'est que souvent, ils oublient des tâches, ils oublient des étapes. Et c'est pour ça que l'enseignement explicite, ça les aide beaucoup. Alors, il faut vraiment essayer de tout le temps avoir leur attention. Alors, pour garder cette concentration-là, d'avoir l'attention de l'enfant autiste et en plus de nommer son nom, c'est de tout le temps être près de lui pour le rediriger aux besoins, mais surtout de lui poser des questions ou de lui demander de répéter dans ses propres mots ce qu'il a compris ou qu'est-ce qu'il doit faire en premier, en deuxième et en troisième. Si vous ne faites pas ça, il fait juste avoir son attention en nommant son nom, mais malheureusement, souvent, il va être distrait par d'autres choses. Et là, ça mène vers des problèmes parce qu'il y a trop d'informations. Il n'est pas capable de résumer cette information-là. Puis ses performances, mais tu as des enfants qui sont bien forts en mathématiques, sont très faibles au niveau du français et tout, et ça mène vers des échecs importants. Ce qu'on fait, c'est que soit pour les non-verbales, c'est qu'on va leur enseigner des capacités de séquence visuelle. Alors, quand on enseigne des compétences, quand on enseigne une procédure au niveau de performance, il faut le faire en séquence pour s'assurer qu'il y a un début et une fin dans ce que l'enfant fait. Il faut aussi mettre la nouvelle information en contexte avant de l'enseigner. Et moi qui travaille beaucoup l'autorégulation avec les enfants autistes, je travaille tout le temps en anticipation. Alors, ce qu'on demande aux enseignants, souvent, c'est de nous donner la matière, les concepts et tout. Et quand tu travailles en anticipation, c'est que tu donnes les outils, tu fais pratiquer l'élève avant qu'il soit mis devant la réalité pour le faire. Parce que les enfants autistes, malheureusement, sont résistants au changement ou ont peur des transitions parce qu'ils ne savent pas anticiper. Et l'anticipation se fait aussi sur le plan cognitif. Et vraiment, c'est de morceler l'information. En bout de ligne, c'est l'enseignement explicite pour l'ensemble de la classe, mais surtout pour cette population-là. Développer des méthodes mnémoniques. Alors, quelles sont des stratégies que vous leur enseignez, que ce soit d'une carte conceptuelle, que ce soit de pouvoir enregistrer pour pouvoir réécouter après, pour garder en mémoire, mais il faut absolument qu'il se trouve des façons de faire pour garder l'information qui est importante pour compléter une tâche. Sinon, malheureusement, souvent, ils sont en échec. Stéphane, je peux t'interrompre? Oui. On a une bonne question de Martin Legault. Est-ce qu'il existe un répertoire des différentes fonctions exécutives qu'une personne devrait être capable de maîtriser et de manifester? Oui, il y a vraiment, tu vois, c'est excellent comme question et merci de la poser. Quand on évalue les fonctions exécutives, vous en avez quelques-unes dans vos HH, mais les 8 fonctions exécutives les plus évaluées dans les meilleures pratiques, c'est la capacité d'un enfant d'être flexible. Alors, la flexibilité, c'est d'adapter ses comportements, d'adapter ses stratégies qu'il utilise pour réviser son plan lorsqu'il fait une tâche, par exemple. La prise d'initiative, c'est une des compétences les premières. La capacité d'organiser son matériel, d'organiser ses idées, ça veut dire de se mettre dans le mode de ce qui va être enseigné et aussi de pouvoir planifier et d'avoir la capacité de monitorer
ses performances. Ça veut dire quand tu monitores tes performances, ça veut dire que tu sais l'effort que tu dois mettre et tu sais aussi à quel moment tu dois contrôler l'effort que tu vas mettre dans cette tâche-là pour t'auto-évaluer. C'est ça les fonctions exécutives, Martin. Là, on les voit tu vois, les concepts qui sont là, mais les éléments les plus importants au niveau scolaire, c'est ce que je viens de dire. C'est ce qu'il devrait être enseigné dès l'arrivée à l'école. C'est les petits. J'ai eu la question avec les collègues anglophones ce matin. Si un petit veut être autonome, c'est d'organiser son matériel, d'être capable d'organiser ses idées pour faire de la résolution de problèmes et tout ça. Après, tu as le reste qui se développe avec l'âge. Désolée. Alors, comme on a mentionné plus tôt, alors l'évaluation des fonctions exécutives peut donner des renseignements importants sur les forces et les faiblesses de l'élève et orienter la planification des interventions ou du traitement. Si la mémoire de travail n'est pas bien développée chez un élève atteint d'autisme, vous devriez voir ces mesures d'adaptation ou des mesures semblables dans le PEI. Donc, vous avez ici des exemples. Donc, attirer l'attention, s'assurer que l'élève est compris, fournir une liste de vérification, afficher, expliquer, limiter le désordre, fournir un support, permettre l'élève de choisir sa place, fournir une liste de vérification. Donc, vous voyez un peu les différentes, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme adaptation. Alors, pensez encore à l'élève atteint d'autisme dans votre école. Pouvez-vous dire de quelle façon ces mesures d'adaptation peuvent favoriser sa réussite dans le milieu d'apprentissage? De la perspective de la conception universelle, ces mesures seraient considérées comme essentielles pour cet élève, mais elles sont aussi bénéfiques pour tous les élèves de la classe. Ces mesures, accompagnées d'un enseignement systémique et explicite des aptitudes sociales, qui intègrent les éléments composant les processus des fonctions exécutives dans la prestation du programme, peuvent contribuer à réduire le risque de résultats négatifs pour les enfants atteints de TSA. Alors, penchons-nous maintenant sur une deuxième fonction exécutive, dont l'inhibition. Commençons à réfléchir à la manière dont un déficit dans ce domaine touche directement à la réussite à l'école et dans la vie future des élèves atteints de TSA. Maintenant, je passe la parole à Stéphane. Alors, quand on parle d'inhibition, et je pense que c'est important parce que les gens, des fois, vont me dire écoute, Stéphane, je travaille avec un enfant qui est impulsif. L'impulsivité, c'est les comportements utilisés par un enfant qui ne sait pas inhiber ses comportements. Alors là, le domaine qu'on doit évaluer, c'est l'inhibition. Alors, c'est la capacité d'un enfant, par exemple, d'interrompre son propre comportement, y compris les actions et les réflexions, pour choisir soit une stratégie différente, pour choisir un comportement qui est plus adapté, pour justement changer la direction de laquelle il s'en va. Alors, si je vous donne un exemple concret, quand je travaille l'inhibition avec les enfants autistes ou les enfants avec des troubles de comportement sévères, j'utilise la méthode SODA. La méthode SODA, c'est stop, observe, décide et agit. Alors, au départ, c'est moi qui travaille avec l'enfant. Je l'expose aux situations où c'est compliqué. Et par la suite, c'est moi qui le guide et je vais lui enseigner de prendre conscience de son environnement, de prendre conscience des comportements, de prendre conscience des personnes qui sont là et par la suite de voir comment cet enfant-là peut choisir des comportements adaptés et tout. Alors, vraiment, l'inhibition, c'est l'incapacité de réprimer l'information, surtout chez les enfants autistes. Ils retournent souvent, puis souvent, ça va avec les traits autistiques, ou ça peut mener vers une agressivité si, par exemple, ils n'ont pas développé des comportements alternatifs. Ils vont vraiment avoir cette tendance à devenir hyper agressifs. Ce qu'on voit aussi, c'est plusieurs d'entre eux, ils n'ont pas développé, ils cherchent tout le temps une gratification immédiate. Alors, ils sont très impatients
dès qu'on dit une consigne ou dès qu'on fait quelque chose, il faut absolument qu'ils soient soit les premiers, ils ne peuvent pas attendre. Alors, ils n'ont pas développé ça. Ils cherchent tout le temps à être gratifiés rapidement. Et ça mène vers des comportements, souvent même au niveau de faux départ. Ils vont entendre la tâche, ils se mettent à faire le travail. L'enseignant dit, c'est pas ça que je t'ai demandé, il faut recommencer. Et là, l'enfant va avoir des problèmes de comportement. C'est vraiment l'enfant qui ne peut pas gérer puis qui ne comprend pas les directives. C'est parce qu'il saute euh, aux conclusions rapidement. C'est aussi, quand on regarde certaines stratégies, mais ça peut être donner des règles, des explications explicites et claires. Ça veut dire qu'il faut être vraiment à l'affût de ce qu'on demande pour que ça soit observable et mesurable. Il faut aussi leur attribuer une place spéciale en salle de classe si c'est le cas. Il ne faut jamais oublier, puis je l'ai dit tout le temps, puis je le répète, parce que souvent je le vois encore beaucoup dans différents milieux, c'est qu'il y a plusieurs enfants autistes qui utilisent davantage la vision périphérique. Alors, lorsqu'ils regardent, ils vont regarder sur le côté. Alors, ça dépend d'où ils s'assoient et ça peut avoir un impact sur d'être facilement distrait et tout ça. De tout le temps noter les bons comportements, dire SCP pour tous les conseils francophones, je sais que vous êtes dans SCP. Ignorer les réactions désinhibées. Plus tu y donnes de l'attention, plus c'est ça, tu vas voir, parce que ça devient une forme de communication. Donner un checklist, alors une liste de vérification des étapes à suivre le plus possible et demander à l'élève de lever son crayon ou de déposer ses choses jusqu'à temps que la consigne soit donnée et après lui demander de nommer ce qui a été dit. Euh, Justement, d'expliquer sa démarche pour savoir s'il a bien anticipé, s'il a bien retenu la bonne information ou s'il a discriminé de l'information qui est inutile. Donner des rappels verbaux, ce n'est pas donner des incitations verbales. C'est donner des incitations, c'est quand on répète tout le temps la même consigne 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça veut dire que tu compliques la vie dans le traitement d'informations. Des rappels verbaux, c'est quand tous les enfants sont à l'écoute et que vous donnez un rappel de ne pas oublier certaines choses, modéliser votre processus de réflexion, comment vous en êtes venu. Il faut apprendre de leurs erreurs parce que souvent, ils ont une façon différente de faire la procédure, par exemple, sur certaines tâches, poser des questions, inciter sur la procédure d'un travail. Si vous ne le dites pas avant, il va avoir des frustrations. Et bien, nommer aussi la compétence qui est travaillée. Stéphane, si je peux interrompre, parce qu'il y avait des bons exemples, mais on Samira qui nous demande si on peut faire des liens ou donner des exemples qu'on pourrait utiliser avec les élèves d'un plus bas âge, surtout non-verbaux, des élèves non-verbales, mais d'un bas âge. Puis après ça, Martin dit on peut déduire qu'il est souhaitable que l'élève ait une certaine inhibition sans être dans un extrême quelconque. Est-ce cela? Oui, c'est que l'inhibition, Martin, tu poses vraiment des bonnes questions. L'inhibition, on ne parle pas là, de l'enfant là, qui est un petit ange puis qui est passif et tout. L'inhibition, c'est la capacité, selon ce qui est devant lui, dans l'environnement, selon ce qui lui est demandé, c'est l'enfant qui est capable d'avoir un temps de latence, de réfléchir ou d'écouter toute la consigne et par la suite prendre la décision et de manifester le comportement qui est adapté. Alors, tu vois, ce qui est difficile chez l'enfant autiste versus, par exemple, un enfant qui a un TDAH, l'enfant qui a un TDAH, il a la même difficulté, peu importe qu'il trouve quelque chose de plaisant ou pas, le profil il est très linéaire. Alors, quand ils ont des problèmes d'inhibition, on va le voir au niveau attentionnel et tout. Chez l'enfant autiste, les problèmes d'inhibition, c'est souvent aussi causé par le traitement d'informations, mais aussi cette labilité attentionnelle, c'est que ça leur prend du temps à s'engager. Et là, quand ils s'engagent, et ça leur prend du temps à se désengager. Et là, ce que ça cause, si on manquait de temps ou ils n'ont pas été en mesure d'embarquer, là, ils deviennent désinhibés parce qu'ils prennent un certain retard, ils n'aiment pas ce sentiment-là. L'inhibition, c'est cette capacité-là. Ce n'est pas d'avoir un enfant qui est complètement calme, mais il faut qu'il soit vigilant. Et l'inhibition, c'est cette capacité d'un enfant. Il y a de l'action qui vient avec l'inhibition. Ce n'est pas un assis comme bon élève. Pour les petits, quand on parle de fonctions exécutives, les premières fonctions exécutives que vous allez travailler chez les jeunes enfants, qu'ils soient verbales ou non verbales, c'est l'autocontrôle puis la régulation émotionnelle. Si ces enfants-là ne développent pas des compétences à ce niveau-là, c'est qu'ils vont avoir de la difficulté à développer
au niveau cognitif. Parce qu'il y a un calibrage entre la capacité d'un enfant d'inhiber, alors ce qu'on appelle l'autocontrôle, la capacité de réagir selon, avec une émotion qui est adaptée, et par la suite de pouvoir répondre à une tâche, compléter une tâche, que ce soit que tu aies donné des images en pictogramme, que tu aies donné une consigne verbale, que tu aies fait un modelage, que tu aies fait main sur main. Ça, c'est une étape avancée. Avant ça, les enfants, s'ils doivent développer les deux premiers domaines importants, c'est l'autocontrôle puis la régulation émotionnelle. La plupart des enfants autistes en bas âge, parce qu'ils ont appris des comportements à la maison, parce qu'ils n'ont pas été exposés autant, ils arrivent déjà très désinhibés et avec des réactions émotionnelles hors contexte. Et c'est les premières choses à travailler. Tout ce qui est cognitif, après, ils ont besoin de l'aide de l'adulte, soit avec des analyses de tâches, soit avec des séquences d'images, soit avec des routines très rigides pour ensuite estomper tout ça. Alors, merci Stéphane. Alors, je vais passer un peu plus rapidement sur cette diapo. Alors, comme nous avons parlé plus tôt avant, alors, encore une fois, pensez à votre élève atteint d'autisme dans votre école et pouvez-vous dire de quelle façon ces mesures d'adaptation peuvent favoriser sa réussite dans le milieu d'apprentissage? Alors, ces mesures sont accompagnées d'un enseignement systémique et explicite des aptitudes sociales qui intègrent les éléments composant les processus et des fonctions exécutives dans la prestation du programme qui peuvent contribuer à réduire le risque de résultats négatifs. Alors, comme Stéphane a mentionné plus tôt, les résultats de recherche viennent grossir les preuves de plus en plus nombreuses qui démontrent que les enfants atteints d'autisme qui participent à des interventions axées sur les aptitudes sociales, qui intègrent des fonctions exécutives comme la mémoire de travail, la flexibilité cognitive, la reconnaissance émotive et l'autorégulation, connaissent une amélioration non seulement de leurs aptitudes sociales, mais aussi des processus neurocognitifs de base composant les fonctions exécutives. Et comme nous le savons, nous pouvons tous améliorer nos fonctions exécutives. Comment pouvons-nous établir les bonnes conditions pour aider nos enseignants et nos enseignantes à mieux comprendre les fonctions exécutives? Comment pouvons-nous les aider à enseigner les fonctions exécutives comme approche de l'étape 1 pour soutenir tous les apprenants et les apprenantes dans leur classe? Nous savons que les fonctions exécutives sont essentielles pour les élèves atteints de TSA et qu'un bon développement de ces fonctions est bénéfique à tous les élèves. Nous visons des écoles où le personnel enseignant demande toujours « Est-ce que je donne à tous mes élèves des chances égales de réussir? Sinon, quel changement devrais-je apporter à ma planification pour y arriver? » Lorsqu'un membre du personnel enseignant arrive à repérer les obstacles potentiels à l'apprentissage, elle ou il peut ensuite prévoir de manière proactive les soutiens nécessaires et augmenter les chances de réussite de l'élève. Excusez. Alors, si vous souhaitez aider votre personnel enseignant à explorer les fonctions exécutives comme stratégie universelle, cette diapositive représente quelques points de départ. Alors, vous pouvez chercher plus de renseignements ou de ressources pour mettre le tout en pratique en classe ou à l'école. Alors, voici quelques pistes, quelques checklists que vous pouvez regarder. Et ce qui est essentiel pour une personne est bénéfique pour tout le monde. Alors, prenez un moment juste pour regarder cette image et de penser à cette citation. On ne jetterait pas dans une piscine profonde une personne qui ne sait pas nager en s'attendant à ce qu'elle nage. Et pourtant, chaque jour, on pousse les personnes atteintes d'autisme dans la société ordinaire où l'on s'attend à ce qu'elles fonctionnent normalement. Alors, réfléchissez à cette citation par rapport aux attentes que votre personnel et vous avez à l'égard des élèves atteints d'un TSA dans votre école.
En tant que leader scolaire, comment aidez-vous les élèves atteints de TSA à apprendre dans un environnement qui favorise leur réussite? Revenons au PEI que vous avez devant vous. Comment les fonctions exécutives y sont-ils directement abordées? Quels sont ces points forts? Quels points nécessitent encore de la réflexion? Quelle sera votre prochaine action en tant que leader? Comment amènerez-vous votre personnel à mieux comprendre l'enseignement explicite des fonctions exécutives en classe, en particulier auprès de leurs élèves atteints d'autisme? Alors, je vais maintenant passer la parole à Pierre qui va nous faire le mot de la fin. Merci beaucoup, José et Stéphane. Merci pour toutes ces informations-là. C'est beaucoup d'informations assimiler, mais je rappelle aux participants que vous allez tous recevoir une copie de la présentation par courriel. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que pendant que je remercie et je fais le petit mot de la fin, je vais lancer un deuxième petit sondage. S'il vous plaît, prenez 1 minute pour faire ça. Je vois qu'il y a encore une trentaine de personnes qui sont avec nous autres. Merci. Je comprends des fois que les gens doivent partir. Il y a quelques personnes qui m'ont texté pour dire « Ah, j'ai une autre rencontre », mais c'est super que vous ayez pu rester avec nous autres jusqu'à la fin. Alors, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour remplir le petit sondage. Je vous remercie. Et je vous rappelle qu'on a 2 autres webinaires de cette série. Alors, il va y en avoir un le 23 février et un troisième le 23 mars. Alors, la question que je vous pose, êtes-vous inscrit? Sinon, si vous n'êtes pas inscrit, et puis là, vous vous rappelez pas, je vais mettre mon adresse courriel dans le chat. Alors, envoyez-moi un courriel et je vous renverrai le lien d'inscription. Je peux vous dire aussi qu'on va faire des envois régulièrement pour les membres de la DFO. On va vous envoyer des rappels dans les communications qu'on envoie à tous les membres. On va commencer ça très prochainement. Alors, vous allez pouvoir avoir accès à ça. Alors, un grand merci de continuer de remplir le petit sondage dans les petites questions qu'on vous a demandées. Et puis, je vous souhaite, une fois que vous avez fait ça, je vous dis bonjour, je vous dis au revoir. Merci d'être ici. Et puis, on se revoit bientôt. Merci encore, Stéphane et José. Ah oui, alors je vous remercie aussi et merci de votre écoute et votre participation. Et sachez que le prochain webinaire va également aller plus en profondeur comment le fonctionnement de vos équipes et comment vous pouvez apporter tout ceci que vous avez appris aujourd'hui à la table avec plus de concret.